Bonjour et bienvenue dans le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène à explorer le monde créatif. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Ici, on parle donc de loisirs créatifs et d'entrepreneuriat depuis bientôt 6 ans. Et nous voici déjà à l'épisode 150. Aujourd'hui, on rencontre Gaëtane de Fleurs Poudrées et Sarah du compte Mirglit, toutes deux aquarellistes passionnées. On parle ensemble de leur parcours artistique, de leurs livres, de l'importance de la communauté artistique autour d'elles. Elles partagent également des conseils autour de la peinture, évidemment, du matériel, enfin voilà, toutes les techniques d'aquarelle, ainsi que leurs réflexions sur la créativité et l'inspiration. D'ailleurs, on explore pas mal ensemble l'importance de la nature comme source d'inspiration et les défis de vivre de sa créativité. Et puis pour les membres du Club Fait Main, Gaëtane et Sarah nous régalent de conseils en tout genre autour de l'aquarelle, avec 20 minutes supplémentaires d'écoute. Et ça se passe dans le Club Fait Main. Juste avant de démarrer, j'ai un message à glisser dans toutes les oreilles des âmes créatives que vous êtes, et notamment toutes ces personnes qui animent déjà des ateliers créatifs dans leur région. Ou peut-être vous si vous avez ce projet. Je voulais vous parler aujourd'hui de Sarah, qui a fondé Mes Ateliers DIY et que vous avez peut-être entendu dans l'épisode 123 et qui est d'ailleurs un des épisodes rediffusés ces jours. Elle nous expliquait alors la genèse du réseau d'ateliers créatifs qu'elle a créé il y a déjà quelques années, d'abord à La Rochelle puis à Niort. Donc elle nous avait raconté comment elle avait fédéré tous les animateurs d'ateliers autour d'elle et comment elle voyait la suite. Et ça y est, la suite est arrivée. Après une grosse phase de travail pour développer la licence de marque Mes Ateliers DIY, Sarah est prête à déployer des nouvelles régions en France et c'est là que vous intervenez. Imaginez un peu, vous partagez votre passion créative en animant des ateliers régulièrement et vous fédérez un réseau d'animateurs autour de vous. Des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies créatives, qui sont comme vous. Le rêve, non ? L'idée de Sarah est donc de trouver les bonnes personnes capables de gérer en quelque sorte des antennes locales de Mes Ateliers DIY partout en France, pour faire rayonner la créativité, un petit peu sur le principe de la franchise commerciale. Donc que vous soyez animatrice, créatrice ou gérante d'un lieu créatif, ça marche pour les hommes aussi, ou même en reconversion vers une de ces activités, et forcément il faut que vous alliez jeter un œil à ce qu'a préparé Sarah. Encore plus si vous souhaitez développer localement une activité d'atelier créatif. Donc cette licence Mes Ateliers DIY, c'est forcément quelque chose à aller regarder de près. Et en plus, en rejoignant cette aventure, vous ne partez pas de zéro. Vous vous appuyez sur une marque reconnue qui a fait ses preuves et qui est désormais clé en main pour vous et avec une grande latitude d'action locale. Concrètement, ça veut dire un site web bien conçu, bien référencé, avec une billetterie pour les ateliers déjà en place, une interface de gestion et des outils de communication, pareil, tout cadré, millimétré. Que vous visiez un complément de revenu ou une activité principale à terme, l'idée est de vous permettre d'évoluer à votre rythme avec une base solide, un cadre structuré, un accompagnement personnalisé, des outils clés en main et une grande flexibilité. Ça fait un moment maintenant que je connais Sarah, parce qu'on s'est parlé très régulièrement ces 12 derniers mois. Et je peux vous dire que Sarah est hyper carrée et qu'elle a bossé dur pour vous proposer cette licence de marque. Elle a vraiment fait quelque chose de génial. Elle se bat au quotidien pour développer Mes Ateliers DIY et je serais hyper heureuse de voir plein de nouvelles villes s'ouvrir un petit peu partout. Car quoi de mieux pour découvrir des nouvelles pratiques créatives que de le faire auprès d'un passionné autour de chez soi. C'est trop bien, non ? Pour creuser un peu le sujet, vous avez le lien direct vers la présentation de cette licence de marque dans les notes de l'épisode. Et je vous invite vivement à contacter Sarah pour lui poser toutes vos questions. Et si ce projet n'est pas pour vous, pensez à vos copines créatives. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Sarah, bonjour Gaëtane, je suis ravie de vous avoir pour un épisode aquarelle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode aquarelle, donc je suis ravie. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour Mélanie, merci. Gaëtane, est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît ? Tout de suite, moi en premier. Ouais. Moi, donc je m'appelle Gaëtane, j'ai 53 ans et je suis maman de 2 jeunes adultes maintenant. Et puis, donc je suis aquarelliste. Et puis, donc mon compte Instagram c'est Fleurs Poudrées et j'ai créé un site internet, une boutique en ligne sous le nom de Fleurs Poudrées. Très bien. Et tu as un léger petit accent. Et du coup, j'habite en Suisse, dans le nord-ouest de la Suisse. En fait, t'es sur Grenoble et je pense que tu montes en ligne directe. T'arrives droit, tu Voilà. montes. Voilà, tu me vois, tu lèves la tête, tu dois me voir. Oui. Oui, alors moi, je suis suissesse, la partie francophone de la Suisse, parce qu'on a 4 langues dans le pays. Et
Et voilà, donc ce qui peut se faire que j'ai des expressions qui ne sont pas les vôtres ou des chiffres qui ne sont pas, qui ne sont pas les vôtres. On a tous l'habitude maintenant, les chiffres au Je m'en moins, ça on comprend. excuse d'avance. Ah bah, t'as pas besoin. C'est ce qui fait le charme aussi de la conversation. Sarah, je te laisse te présenter aussi, s'il te plaît. Alors moi, je m'appelle Sarah alias Mirglis. Je viens de fêter mes 40 ans. Je suis aquarelliste depuis 10 ans à peu près et j'en vis depuis le Covid. Enfin, j'ai fait un changement de carrière suite au Covid et maintenant, c'est mon activité à temps plein principale, ma seule activité. Et je suis aussi formatrice du coup, parce que je donne des cours en ligne, des cours en vrai, j'écris des livres, voilà, tout ça sur l'aquarelle. Très bien. Alors, j'aurais aimé montrer ton livre, mais je me suis rendu compte que, enfin, un de ceux que tu as fait, voilà, celui-ci, voilà, il est chez ma maman. La main, Je lui ai celui-là. prêté. Voilà, j'en ai un et puis j'ai le dernier, le coloriage inversé. Et celui-là, Oui. c'était un manuel d'aquarelle. Ouais. Le coloriage inversé, c'était quand même, c'est rigolo comme concept. Oui, c'est mon éditrice en fait qui m'en a parlé. Moi, je connaissais pas du tout. Et quand elle m'en a parlé, elle a dû m'expliquer d'ailleurs, parce que quand elle m'a dit coloriage inversé, j'avoue que ça m'évoquait pas grand-chose. Et Tu veux pour nous ceux le qui dire, connaissent justement? pas, Voilà. le concept, c'est justement qu'il y a déjà les images, donc il y a déjà les couleurs en fait, mais il y a aucune ligne. Et c'est la personne du coup qui achète le livre de dessiner les petits détails, d'ajouter les nervures des feuilles, de tracer les contours. Enfin, c'est, je pense, plus fun que le coloriage puisqu'il n'y a pas besoin de respecter les lignes. On peut vraiment être créatif, sortir du cadre, faire ce qu'on veut. Et du coup, pour moi, créer, c'était assez magique puisque c'était créer des illustrations à l'aquarelle sur le thème du jardin, donc les végétaux, les petits oiseaux. Tout ce que t'aimes. Voilà, tous les sujets que j'affectionne. Et je crois qu'il y a 72 illustrations, si je me trompe pas, dans ce livre-là. Gros Donc, boulot. c'est un beau bébé, encore une fois. Et je pense qu'il peut donner aussi des idées aux personnes qui peignent. C'est un livre qui s'adresse un petit peu aux créatives, personnes qui font pas forcément d'aquarelle, qui veulent dessiner, mais je pense aussi qu'il peut servir de source d'inspiration pour les personnes qui pratiquent l'aquarelle et qui cherchent aussi des idées pour aller un petit peu plus loin ou sortir des sentiers battus un petit peu. Oui, voilà. Donc effectivement, les aquarellistes aussi potentiellement, celles qui aiment aussi ton univers, c'est une manière aussi de soutenir ton travail. Exactement. Et puis les personnes qui effectivement vont découvrir en librairie et qui ont dit ah tiens oui effectivement ça change parce que alors, les cahiers de coloriage il y en a beaucoup. Visiblement ça se vend comme des petits pains. Alors je sais pas si ça se vend encore autant, mais là effectivement Covid et tout ça s'est extrêmement bien vendu. Et donc là du coup ça change un peu. C'est ça, c'est différent et moi je trouve ça en tout cas très créatif. L'idée m'a beaucoup plu, donc je suis sautée dedans à pieds joints quand mon éditrice m'en a parlé. Puis c'était garder garder le thème de mon livre précédent qui était les jardins, donc en plus c'était vraiment ma zone de confort parce que j'aime peindre. Donc non, c'est encore un très beau projet. C'était du coup mon 4e livre, celui-ci. J'aurais pas dit autant, mais bon, effectivement les années passent. C'est ça. Les années passent et puis les beaux projets continuent. Et puis là, je travaille encore sur un nouveau livre pour l'automne 2026. Donc voilà, il y aura encore 26. Oui, il sortira à l'automne 2026. C'est du coup très en amont, parce qu'on a commencé à en parler avec mon éditrice en septembre, donc 2024, si je me mélange pas les pinceaux. Là, le sommaire est validé, tout est prêt. Maintenant, il y a plus qu'à créer le contenu. Facile. Qui va m'occuper. Je me suis gardé ça pour travailler dessus cet été, du coup. Parce qu'à la belle saison, comme je peins beaucoup de plantes, la belle saison est celle à laquelle je suis le plus inspirée. Donc, je me suis dit que l'été, ce serait la meilleure saison. La lumière serait parfaite pour faire les photos. Et puis, il y aurait des plantes partout. Donc, je pense que la stimulation sera pas trop difficile. Il faut que je le rende en février. Je déteste créer l'hiver. Donc, il faut que je le fasse avant. Je pense que Gaëtane, tu réagis peut-être à ça aussi, mais... Puis même avec des photos, tu crées... T'as plus de sensibilité quand t'es devant la plante ou à la limite quand t'en as cueilli une, plutôt qu'en hiver d'imaginer de reprendre tes vieilles photos. Clairement. Après, pour ce manque d'idées, mais je crois que tu fais aussi ça, Sarah. Volontiers, moi, je sèche des plantes, surtout pour les mouvements et les formes. Et puis, j'ai un herbier que j'utilise justement l'hiver, par exemple, pour avoir des idées de feuilles, de position de feuilles ou de fleurs. Mais après, évidemment, ça perd les couleurs. Je me suis même imprimé des petits livres de photos. Alors, je peux en extirper un, du coup, pour montrer. Mais je m'étais fait, par exemple, ça c'est sur les baies.
Et du coup, à l'intérieur, c'est que mes photos, mais j'avais imprimé voilà, des gros plans de photos que je fais. Et puis comme ça, l'hiver, je peux ressortir ce genre de petits livrets. J'en ai sur les fleurs, sur les cerfs, sur... voilà, c'est... Bon, celui-là, c'était sur les cerfs. Donc ça bouche un peu la saison triste. Ouais, c'est rigolo. Et t'es en région parisienne, si je ne Oui, m'abuse? moi, je suis en Seine-et-Marne. Je suis à 45 km de Paris. D'accord. Ce qui me permet du coup de pouvoir donner des ateliers à Paris quand même assez facilement puisque je suis sur le réseau RER. Mais je suis aussi suffisamment loin pour avoir un jardin qui donne sur la forêt et du coup accès à la nature hyper facilement. C'est Ouais. un bon compromis, on va dire. Ouais. Ok. Et tu faisais quoi avant d'être à temps plein sur l'aquarelle? Avant, j'ai d'abord été photographe indépendante et après j'ai été tireuse photo dans un cabaret. J'ai travaillé au Moulin Rouge pendant 10 ans du coup jusqu'au Covid en fait. Attends, tireuse photo. En fait, il y a des photographes au Moulin Rouge qui prenaient les clients en photo et du coup, moi, je faisais les tirages et je les emballais. Là, j'étais plus du côté derrière et j'y suis restée 10 ans, il me semble, jusqu'à ce que le Covid arrive et que un lieu touristique, ça s'est arrêté et j'ai été au chômage partiel pendant 2 ans. Oui. Et ça m'a donné du coup, mon premier livre est arrivé à ce moment-là. J'ai développé des cours en ligne. Enfin, j'ai pu faire la transition. C'était assez voilà, moi je dirais que le Covid a été une belle opportunité pour moi puisqu'il m'a permis de lâcher un métier que j'aimais pas pour un métier que j'adore. Donc voilà, du coup je ne suis jamais retournée, jamais retournée au Moulin Rouge. Très bien. Et toi, Gaëtane, comment tu occupes tes journées? Est-ce que tu es à plein temps dans l'aquarelle? Je suis pas à plein temps. J'ai un emploi à temps partiel et l'autre temps, c'est l'aquarelle. Donc justement les cours, les commandes. Moi, j'ai aussi une boutique en ligne en fait. Et je vends aussi du matériel. J'ai aussi cette casquette là entre les cartes et le papeterie, mais j'ai aussi je peux vendre du matériel aquarelle parce que dans notre région, alors déjà qu'on est une région aussi éloignée des grands centres, et il n'y a pas forcément de possibilité d'acheter du matériel aquarelle, ce qui fait que petit à petit dans mes cours j'avais cette question qui revenait et j'ai une sélection de matériel justement selon le niveau, si tu es débutant, intermédiaire, et c'était pour répondre justement à cette demande des personnes qui venaient dans mes cours qui demandaient oui mais où vous achetez vos pinceaux, quel papier, et je faisais en fait, je les envoyais à différents endroits. Après, ils me renvoyaient parce que forcément, ils devaient commander en ligne. Parce qu'on n'a pas forcément de cultura de géants des beaux-arts non plus. On a des magasins Beuzner, mais qui sont très éloignés. Et sinon, il faut commander chez Gerstecker. Et je me retrouvais à faire leur liste, leur commande, parce que bien sûr, c'est tellement vaste quand tu vas dans une commande en ligne, les papiers. Alors même si on t'a indiqué la marque, la qualité, c'est tellement vaste que les gens étaient perdus. Donc finalement, j'ai fait une sélection de matériel et puis je vends. Tu fais ce relais-là, ouais. Ouais. Ok. Quelques pinceaux, quelques papiers. Du coup, tu as un double statut, salarié et oui. indépendante avec indépendante. une activité commerciale. Mais quand ça a l'air vraiment complexe chez vous en France quand je vois un peu les messages. Non mais mon Dieu, ça a l'air d'une complexité, mais déjà dans les différents épisodes que tu t'en as souvent parlé, hein, Mélanie, dans tes épisodes, et ça a l'air d'une complexité chez vous que je me sens chanceuse. Pourquoi? C'est vraiment simple? C'est simple en fait. J'ai mon revenu, j'ai mon emploi à temps partiel, et en fait, donc là j'ai dû créer une entreprise que vous appelez peut-être micro-entreprise. Enfin, en tout cas, j'ai une raison individuelle. Nous sommes en micro-entreprise, mais il y a d'autres statuts. Ouais, alors là, ça s'appelle raison individuelle, et en fait, les revenus que je génère avec ça, c'est automatiquement rajouté à mon salaire, si tu veux, et je suis imposée là-dessus. Le bénéfice est rajouté à mon salaire, mais ça m'a l'air bien moins complexe que ce que je vois passer. C'est parce que ça veut dire que tes revenus de ton entreprise sont déjà remontés automatiquement finalement dans tes revenus. Si tu veux, c'est ajouté. Tu fais une deuxième comptabilité, puis c'est ajouté à mon revenu. Et là, comme moi, je suis
je suis mariée, si tu veux, on a un revenu couple, tout s'ajoute. Alors, voilà, ça fait, effectivement, ça fait des impôts à payer parce que c'est pas proportionnel. De l'argent. C'est exponentiel, donc forcément, mais ça m'a l'air bien plus simple que quand je vois ces statuts de artiste-auteur ou artiste-auteur, ce qui est vicieux, c'est que ce qu'est un artiste est très clairement défini par la loi et que quand tu as une activité, moi, les formations en ligne ne rentrent pas dans le statut artiste-auteur. Donc, j'ai une micro-entreprise pour déclarer un artiste, visiblement, en 2025, ne vend pas de formation en ligne. Donc, il faut une micro-entreprise en plus qui fait avoir 2 statuts de comptabilité, de déclaration URSSAF, enfin, voilà, tout... Les produits, par exemple, les produits dérivés, tu pouvais pas quand je t'avais Oui, les tasses, ça rentre pas non plus. Je crois que les stickers, on sait moyennement. Enfin, voilà, un artiste, visiblement, il fait des choses très cadrées chez nous. Okay. Et en même temps, le très cadré est pas très, très cadré. Enfin, par exemple, tu vois, sur le nombre d'exemplaires d'un tirage, d'une reproduction, moi, j'ai pas trouvé le vrai chiffre qu'il faut avoir pour dire bon, en dessous de ça, ok, c'est artiste-auteur, ou sinon, c'est bon, c'est en micro-entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, pour les reproductions, ils ont justement supprimé le nombre le chiffre. Ouais. Ça, c'est assez récent parce que quand j'étais photographe, donc ça remonte quand j'étais indépendante, j'ai fini mon école en 2008 et c'était limité à 30 exemplaires. Voilà. Donc et ça, maintenant, ça n'existe plus du coup, donc tu peux vendre autant de reproductions que tu veux. Mais pas pour les 30, mais pas de produits dérivés. Les tasses, je sais que là j'avais fait des tasses cet hiver et je les avais mis aussi sur ma micro du coup. Donc des fois les gens font une commande sur ma boutique, il y a un original, une tasse, il faut que je fasse 2 factures parce que chacun doit être déclaré dans la bonne case. C'est vrai que ça, je trouve que c'est un peu pesant quand même. Oui. Et puis effectivement. Et c'est chronophage, oui, clairement. 2 factures par commande, ça multiplie administratif par 2, quoi. Ouais. Et les livres sont donc dans la partie artiste-auteur. Ouais, les livres, oui, les originaux, les cartes, les ateliers, oui. Mais si je dépasse un certain montant, il faudra que je les mette sur ma micro. Voilà. En prestation de service et plus en vente de marchandises. C'est ça. Les cours en ligne, c'est de la prestation de service, du coup. Enfin, voilà, c'est quand même... la mise en route était très difficile. Ouais. Quand j'avais voulu rajouter un 2e statut, ça avait été une montagne... j'ai l'impression de gravir une montagne administrative, quand même. Oui. C'est pas... Gaëtan. non, mais c'est certain. En fait, c'est tout le problème, c'est que il existe des règles, on les connaît pas forcément, mais on est censé les connaître. Ouais. En même temps, il faut reconnaître quand même que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Enfin, je trouve quand même que tu vois, l'URSSAF, ils font quand même des efforts. Il y a des choses quand même qui s'améliorent. Alors moi, j'ai fait une formation à la chambre de commerce quand j'ai créé mon micro-entreprise. J'avais des questions précises que j'ai posées, j'ai noté la réponse. Quand j'ai voulu faire la démarche, on m'a dit que c'était pas ça du tout. Ah mais non, faut pas contacter l'URSSAF, c'est pas du tout nous, c'est les impôts. Mais j'ai posé la question, la formation au formateur. Et même, du coup voilà, moi je sais que là en plus on va arriver. Il y a eu la TVA à 25 000 € qui a failli passer cet hiver, qui m'a fait avoir des sueurs froides. Bah oui. Là il y a la facture électronique qui arrive, qui va quand même. Je sais pas si la simplification est réellement lancée. La simplification n'est pas toujours plus simple. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, on peut quand même entreprendre et faire vivre cette activité dans le même style. Gaëtan, qui va peut-être te faire, tu vas trouver ça bizarre. C'est vrai que quand on est salarié en France et qu'on a cette activité de micro-entrepreneur en plus, du coup, on paye des cotisations de chaque côté. Et quelque part, on dit, voilà. Alors, il y a une certaine logique derrière ça. C'est qu'en fait, tous tes revenus du travail doivent être, sont une assiette de cotisation. Oui. Alors, je dois cotiser aussi pour cette part-là. Ça, c'est... Et voilà. Mais c'est vrai que du coup, on dit, non, mais attends, c'est bon, je paye déjà ma sécu et tout ça. Mais c'est sur le fait de dire, voilà, c'est sur toutes les... C'est comme si on gagnait plus d'argent sur notre revenu salarié. On devrait plus de cotisations. Voilà. Là, du coup, ça, bon, bref.
Mais ça vaut quand même le coup ou pas, Sarah? Clairement, mais 1000 fois, parce que je suis même 10 000 fois plus heureuse que quand j'étais salariée. Une fois que la montagne est gravie du début et qu'on est dans le système, les choses se font quand même hyper bien. Et puis ces tracas administratifs valent le bonheur que c'est au quotidien. Moi, je travaillais en horaire décalé jusqu'à 1h du matin à Paris. Je faisais l'aller-retour en voiture. Aujourd'hui, je travaille de chez moi, je gère mon temps, je peins, voilà. Il y a même pas de comparaison en qualité de vie à l'arrivée. Donc ça vaut, oui. Je veux pas faire peur, ça vaut tous les tracas. Et puis voilà, c'est pas toute l'année. Des fois, c'est un peu chiant. Typiquement au moment de la déclaration d'impôt. Bah là, on est dedans. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça ressort, tu vois, lors de la discussion. C'est que là, j'ai fait l'URSSAF il y a pas longtemps, les impôts hier, donc la compta ce matin avant l'appel. Donc toi, je suis vraiment. Bon, Gaëtane, toi, cet équilibre que tu as trouvé, pour moi, ça c'est te, parfait. Ah oui. ouais, ça te convient bien. Mais parce que aussi, je saurais pas avoir cette responsabilité quand je vois toutes celles qui sont aquarellistes professionnelles ou les artisanes vraiment. Cette pression de l'algorithme Instagram, si elles sont pas mises en avant, cette pression, tu vois, du revenu et d'être obligé de faire de la promotion, enfin de savoir se vendre aussi. En fait, moi, ces soucis sont divisés par deux. En fait, ouais, je vais un peu où le vent m'emmène. Donc c'est moins une pression comme un peu comme si tu avais le meilleur des deux mondes. Oui, mais franchement, oui, oui, vraiment. Non, alors moi, cet équilibre me convient parfaitement. Et puis, c'est arrivé aussi à un moment où c'est un peu pris c'était où j'ai été licenciée à un moment donné. Et puis, je me suis dit, je vais développer un peu plus l'aquarelle parce que je ne saurais pas de quel côté ça vient. Parce qu'en même temps, j'avais des propositions, notamment avec Royal Talents, Royal Talents, parce que nous en Suisse, en fait, on a Royal Talents est vraiment une entreprise équivalent à celle aux Pays-Bas. Si vous voulez, vous en France, Royal Talents France ou Allemagne, c'est juste un commercial et une directrice, par exemple. C'est que 2 personnes, par exemple. Mais nous, en Suisse, c'est vraiment une grosse entreprise qui a le même portefeuille de marque. Enfin, peut-être pas tout à fait. Qui a justement le portefeuille de marque, le papier Fabriano, les Godet, les marques Van Gogh et Rembrandt. Ils ont les Sakura. Tu connais la marque, les pigments Micron, Sakura, les feutres à l'encre de Chine. Enfin, ils ont l'acrylique à Amsterdam. Ils ont vraiment un grand portefeuille de marque. Donc c'est une grosse entreprise. Et puis régulièrement, ils cherchent, tu vois, des employés. Donc je ne savais pas, comme j'étais ouverte sur les deux côtés, ça me permettait de ratisser plus large. Parce qu'à la base, moi, je suis laborantine en chimie, donc rien à voir. Effectivement. Enfin si, parce que les pigments m'intéressent. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, les pigments m'intéressent beaucoup et toutes les données internationales des pigments sur les tubes, tu peux retrouver la composition des différents pigments, parce que ça reste souvent des mélanges, soit des pigments purs ou des mélanges. Ce côté-là, si quelque part c'est lié quand même, c'est un peu lié, mais ça me convient bien. Oui, cet équilibre. Alors franchement, ouais. Et puis parce que c'est aussi un petit bassin de population. Je suis pas en France. La Suisse reste petite et la Suisse romande encore plus, donc ça reste aussi par la force des choses. Ok. Et vous avez commencé l'aquarelle comment? Est-ce que vous avez eu un déclic? Moi, c'est après avoir déménagé à la campagne. Il y a 10 ans, j'habitais encore en ville. En fait, je suis née à Paris, je suis passée à Ivry-sur-Seine, donc très proche banlieue. Ouais. Et mon compagnon a donné l'impulsion il y a 10 ans pour qu'on déménage et qu'on s'installe où on est aujourd'hui. Et découvrir la nature, ça a réveillé plein d'envies créatives que j'avais complètement, je pense, enfouies. Et mon compagnon a acheté une petite boîte d'aquarelle à ce moment-là. Et du coup, le voir juste bidouiller, s'amuser avec les pigments, ça m'a donné envie. Et puis, je suis tombée dedans littéralement, à pieds joints, je pense qu'on peut dire,
parce Parce que que j'ai ça jamais arrêté depuis, puis j'ai rarement eu de passions qui m'ont autant dévoré que l'aquarelle. Et toi, Gaëtane? oui. Alors, moi, mais je pensais que c'était en même temps, je pensais que tu allais dire par rapport au challenge de Marie, le tout premier Marie Boudon. Non, parce que j'ai jamais suivi ces challenges ni ces Ouais. cours. Toi, j'ai cru Non. que c'était en même temps, qu'on était arrivés à peu près en même temps, parce Qu'on que s'est connus, on se voyait peut-être sur les réseaux, mais on s'est connus, ouais, je pense, après, du coup. quand il y a eu les week-ends Oui, d'aquarelle. c'est ça. Parce que moi, je me rappelle, au début, Instagram, quand je me suis inscrite, c'était beaucoup de comptes anglophones que je suivais. Ah ouais. L'aquarelle en France, c'était pas Oui, du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais, c'était il y Et a 10 ans, oui, hein. c'est Marie qui a démocratisé ça en français. On voyait. En fait, moi, je suis arrivée aussi, c'était 2017, où en fait, moi, j'ai toujours fait plein de choses créatives. Il a toujours fallu que j'ai une petite part de créativité pour avoir un équilibre euh, dans le quotidien. Et je faisais pas mal de poterie, sauf que j'ai une peau particulièrement réactive et sensible. Et à un moment donné, j'avais plein d'eczéma. Ça me desséchait tellement les mains que j'avais plein d'eczéma sur les mains. Et il a fallu que je trouve quelque chose d'autre pour explorer un peu ma créativité autre que la poterie. Et puis en flânant un peu sur Pinterest, moi j'ai toujours peint, dessiné, j'ai toujours rénové des meubles. Enfin, j'ai toujours été comme ça dans des choses très très manuelles. J'avais besoin de créer des choses. Et de faire toi-même. Et de faire moi-même, autre que les confitures, les sirops et les autres remèdes que je faisais. Et puis, j'étais tombée sur les premières vidéos qu'on voyait, anglophones et les choses comme ça. Après, moi, j'ai toujours baigné. Il y avait toujours des artistes chez ma grand-maman. Il y avait toujours des artistes qui venaient. Enfin, j'ai toujours baigné. Et en fait, les tableaux. Je me suis rendu compte après coup que les tableaux que je trouvais magnifiques et depuis toute petite que j'admirais, c'était chaque fois de l'aquarelle. J'aimais cette transparence. Et de retrouver ça sur ces comptes sur Pinterest, ça m'a intéressée. J'ai d'abord commencé avec les aquarelles de mon fils. C'est les godérons, là, genre PBO, les choses qui sont pas de l'aquarelle. Et puis a commencé Marie débutait à lancer ses challenges. C'était de peindre des fleurs et elle l'encourageait à créer un compte sur les réseaux et à partager pour avoir cette émulation entre participantes, parce qu'au départ je ne voulais absolument pas. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que on a rencontré toute une communauté aquarelliste bienveillante, mais je pense que quelque part c'est aussi ce que Marie a insufflé, parce que dans d'autres, pour avoir vu d'autres groupes poterie ou céramique ou d'autres, elles sont peut-être moins à se donner les trucs et à s'entraider. Que là, je trouve qu'il y a eu une émulation et chaque fois quelque chose de bienveillant, plein de prêt à aider, à rendre service, à donner des petites astuces, tu vois. Et Parce qu'il y a eu cette vague, effectivement, qui y a moins aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a eu cette grosse vague ça a pendant le moussé Covid. maintenant. Ça a pris beaucoup d'ampleur maintenant. Non, Oui, alors mais non, il y a pas. En fait, j'ai eu l'impression qu'effectivement, notamment avec Marie, il y a eu cette grosse vague ouais, de personnes qui se sont mises à l'aquarelle. ouais. Et puis à un moment donné, ou alors c'est juste parce que moi je vois moins ces comptes-là, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tassé ces derniers mois, ces dernières années. Ou c'est que mon impression? Je crois que c'est plus que les réseaux ont changé et, enfin, moi, Instagram, en tout cas, je trouve que ça a beaucoup changé. Il y a plus l'enthousiasme sur cette plateforme qu'il y avait, Oui, il y a quelques années. oui, Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais je pense qu'il y a toujours beaucoup de gens qui peignent et qui commencent l'aquarelle. Enfin, moi, au niveau des cours, ça se développe, les ateliers sont souvent D'accord. pleins. Enfin, je pense qu'il y a toujours cette émulation. C'est plus que les réseaux ont, eux, beaucoup changé. Et qu'on voit moins, peut-être. Ouais. Et puis aujourd'hui, Des faire un contenus challenge différents. sur Instagram, c'est devenu, vu que les hashtags n'existent plus, oui, on c'est peut ça. plus voir ce que font les participants à un challenge. Enfin, en fait, les choses sont plus comme avant et on peut plus, voilà, c'est plus aussi communautaire qu'avant. Enfin, dans le bon sens du terme, je veux dire, où avant, on faisait un challenge, il y avait toute une communauté autour. On pouvait voir les publications de tous les participants, les commenter.
La dernière fois que j'en ai fait un, essayer de voir les gens, c'était hyper Oui, compliqué. tu sais, hein. Il faut qu'ils t'identifient sur la publication, donc il faut que tu te connectes toute la journée pour être sûr de pas rater une notification. Les hashtags sont plus par ordre chronologique, donc il faut tout le temps scroller pour voir s'il n'y a pas un nouveau post qui s'est glissé. Enfin, je pense qu'avec tout ça, on perd ce côté communauté qu'on avait avant et qui était hyper agréable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'on est plus tourné vers la... Mais je vois par exemple Jenny, tu sais, Jenny Lefebvre, elle communique beaucoup moins sur les réseaux, mais en fait, elle fait aussi beaucoup de cours, d'ateliers. Je pense que peut-être que on s'est plus tourné sur la réalité, sur les cours qu'on propose moi pour ma part les retraites créatives. Enfin, on est plus dans la vraie vie au que sur contact Insta. des gens, les demandes, tu vois, les marchés de créateurs. Donc, oui, on est plus en relation directe avec les personnes qui posent des questions, qui souhaitent commencer l'aquarelle, qui demandent un conseil sur quel pinceau prendre. Ouais, je pense que j'allais juste dire la manière de communiquer, je pense qu'elle évolue aussi, puisque, moi, en tant qu'utilisatrice, Instagram, j'y suis moins pour consommer du contenu. Par contre, j'apprécie de plus en plus YouTube parce que quand je fais des artistes, c'est des vidéos de 10, 15, 20 minutes où elles montrent leur inspiration, leur univers. Et la connexion est peut-être aussi, la connexion avec les artistes, du coup, est peut-être plus développée. Et c'est plus du contenu court, rapide. Enfin, je suis pas vidéo qui vont super vite, quoi. Ça, mon cerveau, il n'arrive pas à... Moi, j'aime mieux le côté photo comme était Pinterest, tu vois, les belles photos des artistes. Moi, je suis soit des photographes ou des artistes un peu perchés et le contenu photo, tu vois, une belle photo avec un carrousel de leurs œuvres. Je suis plus contenu comme ça que les reels. C'est ça. Oui, de 15 secondes et qui t'abrutissent un petit peu quelque part parce que t'as rien le temps de voir. Ouais. C'est surtout que j'en regarde 5, j'ai l'impression que mon cerveau il est en fusion et qu'on m'a perdu pour l'après-midi. Donc, je sais pas si c'est que l'âge qui fait ça ou enfin. Ouais, je crois pas que ce soit une question d'âge, mais non, enfin voilà, j'en suis sûre, mais effectivement, ce qui est certain, c'est qu'on a perdu même à notre âge. Enfin donc globalement, on a tout eu à peu près Internet quand on avait 20 ans, et un téléphone quand on avait 20 ans, mais ça s'est démocratisé plutôt quand on avait sans doute plutôt la trentaine ou 35. Et en fait, moi, c'est tout décalé au moins. Oui, un petit peu. Moi, j'ai 43, voilà, donc je suis un peu entre vous deux. D'ailleurs, bientôt 44. En fait, on a perdu en capacité de concentration tous. Et on n'a pas besoin d'être accro à TikTok pour ça. En fait, déjà, voilà, on est de moins en moins concentré, donc ça n'aide pas de voir des vidéos, comme tu dis, de 5 vidéos de 15 secondes comme ça. T'as l'impression d'être un peu abruti, quoi. Et puis des fois de relever la tête, tu dis oh putain, il s'est passé une demi-heure, oups. Ouais, mais ça devient faut mettre des tactiques en place. J'ai plus TikTok, j'ai plus Facebook. Déjà, ça évite. Il me reste plus qu'Instagram et YouTube, je le mettrai dans une autre case puisque quand je regarde une vidéo, je la regarde en entier. Donc c'est pas. Ça me fait plus du bien que du mal entre guillemets. Moi, je me suis concentrée que sur Instagram parce que c'est déjà tellement chronophage dans mon emploi du temps où tu jongles de tous les côtés. Donc de toute façon, oui, je me concentre déjà que sur celui-ci. Mais pour rebondir, d'où l'importance d'aller, même si c'est juste le trajet à pied, si tu dois jusqu'à l'arrêt de bus ou faire les courses, voilà, de contempler, de baisser les yeux, de regarder même une petite herbe qui pousse entre le goudron ou si tu longes un jardin ou si tu as la chance de passer dans une forêt. Enfin, voilà, ces moments-là, si on peut juste se poser, respirer, et ça permet, je pense, d'avoir un téléphone. Ouais. Surtout que l'aquarelle, ça développe tout ça. Ça développe, je trouve, la capacité d'observation. J'ai l'impression de voir des choses que je voyais pas avant de peindre. Aujourd'hui, n'importe quelle petite plante qui sort, comme tu disais, du béton sur un trottoir, si je pouvais, je m'assierais par terre et puis je la peindrais. Alors qu'avant, je serais passée devant comme un bulldozer sans la voir. Oui, puis les couleurs. Les couleurs, tout. Il y a tout le temps des choses, en fait. Toujours, le ciel, tu dis, alors attends, celui-là, mais alors gris de peine, mais très dilué, ou bien tu vois passer une fleur, tu longes justement
une petite palissade et puis tu vois juste un rosier, tu dis ah mais ça c'est flamand, des couleurs vives. Toi, tu analyses les couleurs en te disant, parce que c'est des couleurs qui sont vibrantes, les couleurs naturelles, c'est des couleurs que tu n'arrives pas à reproduire. Tu peux pas juste dire c'est violet. Ouais. Non, il y a plus de violet, il y a tellement de violet. mais c'est ça en fait. Le premier week-end, quand on s'est retrouvés, tu étais là, c'était le week-end à Angoulême, chez Vallée Flo. Et en fait, moi on venait de se rencontrer, on a dit Valentine et Flo des couleurs VF avaient dit il se trouve que par hasard on habite dans le même coin, venez à Angoulême, c'est des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, hein. Et en fait, donc moi j'avais un bout, hein, j'étais là plus loin, direction l'est. J'arrive à Angoulême, mais vraiment des nanas super sympas, d'accord. Et puis et en fait, tout de suite, Valentine, il y avait déjà un apéritif qui était prévu. On se posait même pas la question si on voulait de l'alcool ou pas de l'alcool, si on aimait les bonnes choses, enfin tout était versé, tout était fait. Et puis et en fait, j'ai observé les conversations et je me suis dit punaise, ça fait 30 minutes qu'on est là. Et on parle déjà des couleurs. Il y en a déjà qui étaient à quatre pattes entre regarder les plantes, les fleurs, les jardins. Ça parlait déjà de moyens de contraception, problèmes, difficultés de supporter son stérilet. Je me suis dit ah punaise, c'est tout des nanas qui, en fait, on se ressemble. Comme si tu te reconnais quoi. Et je trouve que c'est souvent ça dans l'aquarelle. C'est tout des personnes qui ont une certaine observation, une sensibilité, qui aiment les bonnes choses, qui aiment qu'on leur sens en éveil tout le temps. Et je trouve que ça fait du bien justement de se retrouver. Je sais pas si tu trouves ça, Sarah, ou pas? Ah bah si, moi je frétille d'impatience déjà à l'idée du prochain week-end, donc pouvoir parler peinture, pouvoir trouver des gens à qui tu peux parler papier pendant 40 minutes, pouvoir parler pinceau, se faire essayer des choses. Rien que tu vois le parler de bordure de papier. Ouais. Je sais pas si tu vois, en fait, quand on achète le papier en grand, en format Jésus, c'est pas imitation à la cuve, imitation. Enfin, c'est fait de manière artisanale, pseudo-artisanale, et t'as toujours des bordures, des petits bords frangés. Mais moi, je pourrais passer une demi-heure à observer ces bords frangés. Donc, tu peux parler de papier, de bords frangés, et enfin, t'as des gens qui rebondissent et qui te comprennent. Ouais. Qui vont pas lever les yeux au ciel. Quoi? Et tu peux passer, je sais pas, 1 heure à échanger les verres de ta palette et d'essayer ça et d'essayer de dire non mais celui-là il est un peu plus bleuté, celui-là il granule un peu trop à mon goût. Ouais, et ça fait un bien fou en fait. Ouais, clairement, c'est trouver ses âmes sœurs créatives. Ouais. Ces personnes avec qui tu peux discuter pendant des heures sans voir le temps passer et parler peinture, aquarelle, créativité. Je suis fan de ce que peint Sarah parce qu'elle a une manière de. C'est pas vicieux. Non, t'as une manière de peindre. Hein. Oui, tu peins vite. Je peins vite, sans réfléchir. Oui, c'est sans ça. trop réfléchir. Alors déjà, j'admire tes mouvements. Enfin, déjà le résultat, il est splendide, mais en plus le mouvement. Et c'est fluide, alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, je vais peindre un truc, une deuxième feuille, puis après, je vais regarder, puis je vais me dire, tiens, il y a une feuille qui bouge, là. Enfin, moi, je suis vite déconcentrée et plein d'idées qui viennent. Et puis, Sarah, elle, j'adore l'observer parce que ça va vite, c'est fluide, tout est bien rond, tout est... Ouais, après, c'est... Non, mais c'est vrai. Je suis obsédée des pinceaux... Là, j'utilise beaucoup de pinceaux ovales. Ça se verra. Pour ceux qui ont la vidéo, ça se verra, mais du coup, qui font des formes naturellement arrondies. Et c'est c'est l'expert du pinceau ovale. C'est une addiction, ce pinceau. Hein. Je reconnais que... Et c'est pas toi qui l'as découvert. Il faut le créer. Les filles en ont fait un, les couleurs VF que j'ai aussi, d'ailleurs, qui est... avec un joli manche jaune. Ouais, il est beau. Mais initialement, il est vendu comme ça ou c'est toi qui as découpé? Non, il est vendu comme ça, mais le premier, moi, que j'ai trouvé enfin pour l'aquarelle, je l'ai acheté chez Jackson's Art sur un site anglais parce que j'en trouvais pas en France. J'avais essayé plein de modèles, mais qui étaient soit pour l'acrylique, soit pour la gouache, donc qui retenaient pas du tout l'eau. Et en trouver un fait pour l'aquarelle qui retienne l'eau, il m'a fallu,
je crois que j'ai dû acheter au moins 10 ou 12 Oui, c'est pinceaux ça. qui prennent la poussière chez moi, que j'ai jamais utilisé, jusqu'à trouver ce modèle fait pour l'aquarelle. Et depuis, depuis, je suis complètement accro. Oui, c'est ça, Alors, la justement, les problématique. filles, Souvent, on achète du matériel. Et en fait, c'était aussi ça dans les cours ou retraites créatives, ce que j'essaie de dire qu'elles fassent peut-être pas les mêmes erreurs que nous, parce qu'on a tous toutes acheté du matériel qu'on n'utilise pas parce qu'on s'est trompé. Puis parce qu'il fallait essayer pour savoir aussi. Alors là, c'est vrai que pour une les question de pinceaux préférence. ovales, c'est ça. Alors, oui, j'en ai aussi acheté quelques-uns. Et c'est ça, en fait, qu'elle traite, c'est qu'au magasin, même si tu vois, tu l'achètes en vrai, tu regardes, il a l'air joliment rond. Donc, on appelle c'est des langues de chat. Hein. Ça paraît vraiment rond. Et en fait, tous les pinceaux neufs ont une gomme arabique. Ils ont un collant. C'est quelque chose c'est une substance qui est dissoute, qui se dissout à l'eau. Si tu veux, c'est la gomme de l'acacia qui est mise autour des poils. Donc, ils ont l'air joliment ronds quand tu les achètes. Et quand tu les trempes dans l'eau, moi, ça m'est arrivé et ça revient quasi pointu. Oui, les petits poils s'agglutinent. Et du coup, d'avoir un bel ovale quand tu peins, t'as plein de petits tas de, plein de petits tas de poils. Ouais. Ça, j'en ai eu aussi que j'ai essayé où j'ai été dépitée. Ils ont servi, j'ai dû faire 3 coups de pinceau, je l'ai regardé, je l'ai mis dans un pot et puis il y est toujours. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour démarrer? Si j'ai envie de peindre aussi, moi, de me lancer. Il faut déjà pointe fine, ouais. Pinceau rond, tu prends déjà deux pinceaux. Voilà, là, t'es déjà presque dans le niveau expert, là. Bah, c'est au moins la forme, pas tant le modèle que le rond à pointe fine avec la pointe pointue qui permet de faire des marques épaisses et des marques fines. Là, t'as perdu tout le monde, là. Vraiment. Mais non, j'ai perdu personne. La pointe tout le bout pour faire une ligne fine et le reste du pinceau qu'on appuie sur le papier et qui permet de faire des marques plus épaisses, pointues ou rondes. Là, t'étais presque déjà dans le modèle Ferrari. Tu peux avoir quelque chose un peu plus... Non, même les modèles, les pinceaux moins chers que les Silver Brush, ils font ce genre de marque aussi. Je parlais pas de coût, mais tu vois, le fait que tu peux avoir juste un pinceau rond, tu sais, comme les Da Vinci ou comme, tu sais, vraiment les pinceaux ronds qui n'ont pas une pointe fine. Enfin, je crois que j'en ai pas beaucoup des comme ça. Oui, mais parce que mais tu vois, par exemple, bon, là, ça c'est un gros, mais tu vois, t'as pas une pointe si fine. Ou bien, attends, je te montre. T'as un numéro 6. Attends. Ça? Ça, c'est un lavis. Ah, c'est un lavis. Ouais. Alors, moi, je sais pas. Il faut que vous c'est compliqué parce qu'il se charge beaucoup, beaucoup en eau et en pigments. Et ça, c'est plutôt un peu la méthode asiatique. Ils sont tenus, tu vois, juste avec une virole, t'as un fil de fer. Il vaut mieux commencer par des poils un peu plus fermes, tu vois, qui reviennent en place. Parce que celui-là mouillé, les poils, ils restent un peu, j'imagine, un peu penchés. Moi, je dirais poils souples, mais je pense qu'on pourrait en débattre pendant... C'est un peu ce qu'on fait en week-end, d'ailleurs, débattre de pinceaux et de papier. Ouais. Je pense que chaque artiste a ses... Pinceau chouchou, ça c'est vrai. C'est ça, et puis ses trucs aussi, sa manière de peindre. Donc, je pense que tu demandes à 10 personnes quel est le meilleur papier et le meilleur pinceau, tu auras 10 réponses différentes. Exactement. Et puis, on sait qui est plutôt tel pinceau, tel papier, ou on sait, c'est vraiment des habitudes. Et ça devient presque pas une superstition, mais tu as l'impression que tu seras à l'aise avec ce pinceau-là et ce papier-là, et c'est pour ça que tu veux pas trop changer. Après, il y a certains pinceaux qui vont bien pour, je sais pas si tu veux faire des pétales de pivoine, eh ben moi je prendrai ce pinceau-là, je sais qu'il va bien. T'as des pinceaux généraux, et puis t'as des pinceaux qui sont plus spécifiques. Oh, c'est la saison. Hein. Visuelles, les pivoines. C'est celle de ton jardin? Non, j'ai pas de jardin. J'ai un balcon. La saison là, Oui, alors un pinceau rond, numéro 6, et puis non, c'est pas d'accord. Numéro 8. Numéro 6. Après, ça dépend. Si tu aimes peindre, alors voilà, ça dépend de ton caractère. Si tu aimes plutôt les choses plutôt généreuses et les gros pétales, ou si tu aimes plutôt les petits détails, si t'es plutôt méticuleuse. Après, je dirais aussi que la taille dépendant de la marque. La taille sur le manche, j'utilise un 8 chez Silver Brush. Je crois que chez Raphaël, l'équivalent. Ah oui, mais Raphaël, c'est une taille 12, par exemple. Ah oui, mais ils ont pas du tout la même numérotation. Mais en général, les tailles 6, c'est
c'est assez uniformisé. Enfin, si tu Pour prends moi, c'est des marques. 0, rappel. Et la vie, c'est encore des tailles différentes. C'est Ouais, plus la vie, 1, 2. ouais. Oui, parce Et que si ça tu veut dire prends un quoi, la taille vie? 1, J'arrive pas à attends. retenir la vie, c'est ce que ça veut dire. Mais la vie, tu vois, ils ont, attends, je vais te montrer la différence. Donc ça, c'est un la-vie, tu vois. Ils Oui, ont oui, des ils sont poils qui massés. sont attachés, une partie Oui, plastique, oui, c'est ça. un fil de fer. Hum, Et, mais par contre, tu vois, là, tu as toute la virole métallique. D'accord. Donc, c'est plutôt des pinceaux ronds comme ça qu'il faudrait pour commencer, qui sont des pinceaux à poils plutôt fermes, donc ils reviennent bien en place. Ça te permet de faire des lignes, des traits fins. Mais si tu mets un peu plus de pression, tu arrives à faire quelque chose de plus généreux. Donc, tu arrives vraiment à faire un mouvement pointe, ventre, pointe. Tu vois, tu arrives à avoir quelque chose. Et avec ça, tu l'utilises presque comme un tampon. Tu vois, c'est le pinceau qui fait la forme. Après, ça, c'est ma méthode pour peindre. Ça reste aussi comme ça. Après, il y a des artistes qui vont faire plutôt un peu le tour, tu vois, et remplir la forme, par exemple. Comme je pense à Julie. Comme tu dessines en fait déjà Et vraiment, et après par tu exemple, colories presque l'intérieur. Enfin, c'est pas le bon mot colorier, mais tu remplis. Ouais. ça dépend aussi ta méthode, mais en général, oui, un pinceau rond. Et puis tu peux, avec deux pinceaux suffit pour commencer. Tu peux Ouais, y a commencer vraiment pas avec besoin de grand chose. non, de l'aquarelle. C'est ça, c'est aussi ça que je trouvais chouette au début, c'est qu'en fait, par rapport à la poterie, où il fallait que j'aille à l'atelier, que je sache. Donc j'avais cette tranche horaire, il fallait que je sache exactement ce que j'allais faire. Le matériel prend plus de place. Alors, oui, Il faut un four pour cuire. c'est un petit coin de table. Franchement, tu as 2 bouts de papier, 2 godets, un pinceau. Tu arrives déjà à faire des jolies choses et avoir de la satisfaction. Enfin, Ouais. Ouais, puis tu peux même emmener tout ton matériel ailleurs. Tu peux aller peindre en pleine nature Oui, avec alors ça, exactement tes 2 pinceaux, ta palette, ton papier. Ce qui est aussi magique, c'est que du coup, bah, t'as peu de matériel et tu peux l'emmener partout avec toi en plus. Ouais. Même quand tu débutes, l'investissement est le même. bon, alors Sarah, elle peut peindre assis. Il peut y avoir des bourrasques devant, assis sur des pommes de pin, avec l'eau de la rivière. Et elle arrive Oui, moi je peins partout. Oui, elle En arrive. pleine tsunami. C'est l'aquarelliste tout terrain. Tout Elle terrain. peint. Ouais. En fait, j'emmène le même matériel qu'à la maison. Du coup, quand je peins, j'ai pas l'impression d'être en terrain inconnu parce que c'est le même pinceau, c'est ma palette, c'est le même papier que d'habitude. C'est juste le cadre qui est mieux, je dirais. J'ai besoin d'avoir mon bureau. J'ai besoin d'avoir. Puis comme je prends du temps pour peindre, ça va vite. Sinon, ça sèche trop vite si c'est en extérieur et je suis vite déstabilisée. Et après, il y a un papillon qui a passé, donc. Ah mais ça me serait aussi le papillon qui passe, hein, je te rassure. C'est l'intérêt presque de peindre dehors et de se laisser émerveiller. Ouais, non mais parce que toi, tu arrives à être à l'aise et oui, non. Moi, je crois que c'est plus peut-être l'habitude parce que j'ai toujours peint dehors. J'ai presque commencé l'aquarelle pour peindre dehors d'ailleurs, donc je me pose même pas de questions, je pense. Ouais. C'est vrai que c'est cool de pouvoir peindre en pleine forêt ou en pleine campagne ou dans un jardin, d'avoir l'inspiration partout et de sortir ses pinceaux, c'est le côté magique. Et alors vos projets à venir, parce que alors je vous ai posé la question sur le pinceau, mais je vais vous poser des petites questions après sur le matériel. Le papier. Voilà, je sais que le papier c'est le papier, on peut en sujet parler aussi. Le papier. Alors, vous avez 3 heures devant vous. Non, mais donc ça, je vous reposerai des questions à la fin. Mais là, sur vos projets à venir, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager avec nous qui vont arriver dans les prochains mois Alors moi, c'est plus sur du long terme puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Le prochain livre, c'est septembre 2026, mais c'est ce qui va occuper tout mon temps là à partir de juillet. Ça, c'est très excitant et j'aimerais faire un nouveau cours en ligne sur oui, tu viens d'en sortir un en plus. J'aimerais bien, je pense qu'il sortira l'an prochain aussi du coup, mais j'aimerais bien commencer à rassembler les idées, à les organiser, parce que j'aimerais bien que ça traite de l'inspiration de la nature justement, aller chercher l'inspiration dehors ou peindre carrément en plein air. Et les cours en ligne, souvent, c'est 1 an de recherche pour avant de filmer et de publier un cours, donc comme j'en sors qu'un par an. Donc voilà, là sera plus moi en tout cas de la recherche et de la création dans les coulisses que des choses qui vont sortir là comme ça tout de suite. Ok. Et alors comment tu fais pour gérer
le potentiel absence de revenus, la potentielle absence de revenus pendant cette période où tu travailles sur quelque chose, mais du coup, tu peux pas le vendre encore tout de suite. Ça t'arrive ou en fait, non, t'as suffisamment de rentrées d'argent à gauche à droite pour que ça... Les revenus sont toujours en dents de scie, ça maintenant je m'y suis fait. Il y a des mois où je vais faire un super chiffre d'affaires et des mois où je vais en faire quasi pas. Ouais. Et ça, je me suis rendu compte que si tu fais après une moyenne sur l'année, en fait, les choses se lissent. Donc au début, c'est flippant. Et puis avec les années, tu finis par te rendre compte aussi que c'est un peu normal. Après, maintenant, je donne aussi beaucoup d'ateliers en présentiel. Enfin, beaucoup. D'accord. J'en donne 2 à 3 par mois. Donc ça fait des rentrées un peu plus stables. Et après aussi... je sais que les livres, on a très peu de rentrées tout de suite. C'est après des petites rentrées plus au fil du temps. Mais si je sors une formation, un nouveau cours en ligne, c'est une grosse rentrée. Tout de suite. Et puis tout de suite. Et du coup, qui peut durer après plusieurs mois. Mais je crois que faut se faire au fait que on n'est pas salarié en fait, donc on n'a pas le même chiffre qui va tomber à la fin du mois. Et voilà. Ça t'angoisse plus? Non, ça m'angoisse plus. Après, j'ai mis de côté aussi. Donc voilà, s'il y a un mois où il y a peu de revenus, je sais que j'ai aussi un peu de quoi voir venir. Oui, c'est un petit matelas. Ouais. Voilà. Puis je crois qu'indépendant, soit tu y penses tout le temps et ça te stresse, soit au bout d'un moment, tu te rends compte aussi, voilà. Faut faire confiance en l'avenir. Faut avoir confiance. Oui, puis il y aura toujours un nouveau projet, une nouvelle idée à développer, quelque chose à sortir. Je pense que si on se diversifie aussi, c'est une bonne chose. Enfin, moi, j'ai les formations en ligne, les livres, les cours en présentiel, ma boutique en ligne. Donc, il y a aussi de se dire si quelque chose se tarit, on peut rebondir facilement sur autre chose. Enfin, puis je pense que le Covid a peut-être laissé des traces aussi. Si on fait que du présentiel et quelque chose comme ça se produit, c'est très difficile que pareil, si on a plusieurs sources de revenus. Voilà, moi, ça me rassure beaucoup, en tout cas, d'avoir mis en place avec le temps toutes ces choses qui font que, voilà, il y a toujours un nouveau projet qui va arriver. Et puis, le cycle d'idées est un peu infini aussi. J'ai l'impression que ça, c'est pas un puits qui se tarit, on arrive au fond. C'est qu'en fait, on exploite une idée, et puis on continue à faire des recherches, à peindre. Et puis, il y a une nouvelle idée. Enfin, la créativité se nourrit d'elle-même. Donc, au final, au début, j'avais peur d'arriver un jour au fond. Et c'est pareil aujourd'hui, je me suis rendu compte que les idées, en fait, je sais pas, c'est assez magique la créativité. Plus tu l'entretiens, plus t'as d'idées, plus t'as d'envie. Donc en fait, tant que tu crées, t'auras des idées. Ouais. Je sais, je fais beaucoup de ronds avec mes doigts, mais c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, exactement. Et j'aime bien l'idée ça a pris du temps de le mettre en place, parce que justement au moment où tout va très vite. Tu le disais sur YouTube, les formations un peu plus longues, sur Insta c'est du tac au tac, etc. Mais tout va très vite et on a surtout l'impression aussi que les gens, sur certains aspects, ont un succès fulgurant très vite en fait. Mais c'est aussi qu'on se compare souvent avec des gens qui sont déjà établis, alors que quand on démarre son entreprise créative, on a tous eu un petit début avec un petit revenu qui s'est ajouté à un petit revenu et c'est avec les années qu'on finit par aussi pouvoir avoir Alors, je parle pas de devenir riche avec sa créativité, je parle de pouvoir... Moi, mon objectif, c'est d'en vivre, de pouvoir passer du temps dans la nature, aller me promener et peindre. Enfin, voilà, j'ai pas de... de rêve, de gloire ou de richesse. Je veux vraiment quelque chose de très simple. Mais moi, j'ai commencé les cours en ligne en 2019, donc on est en 2025. Et aujourd'hui, j'ai envie de manière sereine. Mais voilà. Et puis, j'ai aussi eu cette chance d'avoir le chômage partiel qui m'a permis de lancer mon activité. Mais en tout cas, c'est sûr, il ne faut pas se comparer avec quelqu'un qui fait ça depuis des années, alors que nous, on démarre. Il faut se comparer avec des personnes qui sont au même stade. Ouais, mais c'est difficile, mais parce que... Ça dépend aussi, je pense. Ça dépend aussi ton processus et ça dépend... Oui, puis on est tous différents. Oui, puis on a tous une évolution différente. C'est une vie personnelle différente aussi. Exactement. Tu peux prendre plus de temps, tu peux avoir moins de temps à accorder et puis le développement de ton entreprise prendra beaucoup plus de temps et c'est pas grave. Il n'y a pas un chemin, je crois qu'il y a juste le chemin qui convient à chacun. Et qu'en vrai, je dirais pas se comparer à quelqu'un de plus avancé, mais en vrai, c'est pas se comparer du tout, puisque chaque parcours... se sentir bien dans ce que tu fais. Et puis... C'est ça. Et moi, souvent, le truc aussi, je me dis... ouais, mais alors, attends, ils font plein de choses. Tu vois, par exemple, telle personne fait plein de choses et tout ça. Ouais, mais en fait, si elle a 2 ou 3 personnes dans son équipe,
quelque part, c'est pas, tu vois, tu joues pas avec les mêmes règles du jeu. Et ça veut dire que le pendant aussi, c'est que il faut pas sortir les mêmes revenus. Assurer un chiffre d'affaires pour payer 3-4 personnes, c'est pas la même chose que de te Ah payer tout le monde. Ouais, alors ça, c'est... Oh, non, ça, je... Ouais, moi, ça me stresserait trop de devoir dépendre, devoir créer le salaire de quelqu'un tous les mois, non. Déjà créer le mien, toi, c'est bien. Gaëtane, tes projets? Là, je termine l'écriture du 2e livre, toujours autour des fleurs des champs. Ça, ce sera un complément, mais différent. Mes compléments, mais quand même bien différents. Et puis, donc ça, ce sera ça va sortir en octobre. Et puis, donc là, il y aura les corrections, il y aura la mise en page. Des cours, toujours les sessions de cours en présentiel, des petits ateliers. J'ai toujours des demandes pour des ateliers privés. Et puis la retraite. Ou en entreprise? Non, des particuliers. Après, c'est des fois pour des associations comme ça. Après, il y aura, là, je suis dans le programme des ateliers pour la retraite créative d'octobre. On vient de finir, là, au mois de mai, la première retraite créative que j'organise. C'est ici en Suisse, mais j'ai aussi des Parisiennes, j'ai des Françaises qui viennent. Bah oui, ça doit être l'occasion d'aller voir la belle. Surtout que c'est un chalet. C'est un chalet, ouais, ça fait dire la campagne suisse. Ouais. Et puis ça fait rêver quand tu partages. C'est idéal. Ouais, c'est vraiment. Donc ça, ce sera en octobre. Et puis les petites commandes, soit commandes matérielles, commandes de particuliers pour des illustrations comme ça. Ok, bon, très bien. On va passer à mes petites questions un peu plus justement matérielles, tout ça. Juste pour conclure, est-ce que je peux vous demander de quoi vous êtes les plus fiers, toutes les deux? Ça va? Je pense de pouvoir vivre de ma créativité et de m'accorder aujourd'hui, d'avoir compris qu'être indépendant, c'est faire les choses à sa manière et que du coup, je suis pas obligée de me comporter comme quand j'étais salariée. Avoir compris que gérer son temps, c'est pouvoir aller se promener le mardi parce qu'il fait beau et travailler le dimanche et pas complexer parce qu'on travaille pas le mardi. Et puis, c'est aussi pouvoir insuffler ses valeurs dans son entreprise et plus devoir respecter les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et ça, c'est assez cool de pouvoir du coup, je dis entreprise, mais être artiste, c'est sa petite entreprise et voilà. Qu'elle puisse me représenter toutes mes facettes. Je sais pas, c'est peut-être pas très bien dit, mais oui, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et toi, Gaëtane? Moi, c'est d'avoir réussi à donner des fois des petites pistes, de donner des outils à des personnes, parce que je trouve que l'aquarelle est quand même très méditative et thérapeutique. Et de voir des personnes qui ont besoin de poser des couleurs et juste de voir les pigments qui se mélangent et en fait qui repartent en disant mais merci, 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 parce qu'ils ont juste 2-3 godets, comme tu disais, 2 pinceaux, mais c'est un outil qu'ils auront pas toute leur vie, mais qui, si tu veux, ils auront toujours cet outil pour quand ça va moins bien ou te faire juste du bien à toi-même, juste peindre une petite fleur ou un paysage de pouvoir transmettre 2-3 petites astuces qui fait que voilà, ils peuvent revenir à ces couleurs, à ces godets, à ces pinceaux sur un bout de papier et puis que ça fait juste un bien fou quoi. Tu déconnectes complètement, tu vas pas penser à ta liste de courses, tu vas te recharger pendant même si c'est 10 minutes, tu vois. 10 minutes, 15 minutes, mais tu vas respirer, te recharger et puis ça, je suis contente de pouvoir le faire se propager plus loin. Ouais. Le vivre pour toi, mais aussi de le transmettre aux autres. Oui. Et puis faire découvrir les belles fleurs sauvages, ces belles mauvaises herbes. Ouais, mauvaises herbes, le mot est si horrible. Mais oui, mais non. C'est pas des mauvaises herbes, c'est un réservoir d'inspiration. Et puis d'une utilité incroyable, d'une intelligence folle. Enfin,
Déjà, rien qu'en si t'observes, non, mais faut pas que j'en parle pendant 1 heure. Mais si. Tu sais, là, en plus, c'est la saison des myosotis, la vipérine et toutes ces plantes qui changent. Je sais pas si tu as déjà vu, mais toi, tu peins souvent, Sarah, tu sais, les vesses, tu aimes bien. Oui, j'adore. Elles ont des feuilles rondes. Voilà. Pinceau. Je sais pas si tu vois, Mélanie, les vesses. Ça me dit quelque chose, ouais. Mais les feuilles. Attends, ouais, elle va te trouver ça. Je vais trouver une peinture. Je sais que j'en ai une. L'autre et c'est des fleurs violettes. Mais alors, je sais pas si ça va se voir. Il y a une photo. Oui, tu vois. Et en fait, les fleurs, elles changent de couleur comme les myosotis, comme la vipérine. Quand elles commencent à éclore, elles sont roses. Après, elles passent à violet et après bleuté. Et en fait, c'est juste le changement justement d'acidité, le changement de pH dans leurs cellules. Mais ce qui fait que les bourdons, enfin les abeilles et tout ça, elles vont être attirées depuis haut dans le ciel, ils vont être attirés par ce bleu violacé. Ils vont foncer dessus. Et puis, par contre, ils vont plutôt aller butiner les fleurs qui sont un peu plus rosées, qui sont encore pas trop matures, qui n'ont pas été pollinisées et qui sont pas vieillissantes. Et de se dire qu'il y a des pétales qui changent de couleur selon leur stade de maturité, moi, je trouve ça c'est fascinant. Et puis c'est ce que tu observes bêtement sur les myosotis, sur les vesses, c'est encore plus sur la pulmonaire qui change encore plus de couleurs, de pétales sur la même tige. Tu auras des fleurs de différentes couleurs. Et ça, c'est ingénieux, c'est incroyable. C'est une source d'inspiration infinie. Ouais. Oui, mais on est tout petit face à ça. Oui, il y en a qui devraient se sentir encore un petit peu plus petits, parce que là, ils se sentent tout puissants au-dessus de la nature, mais ouais. Mais il suffit tu te mets à genoux, tu t'accroupis, tu sais, tu te rapproches visuellement, puis je pense que ça aide. Oui, mais je pense que ceux à qui je pense, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été mettre les pieds dans un jardin. Ah ouais, ils vont pas s'accroupir. Oui, puis il faut un jardin un peu sauvage aussi, un jardin qui est pas tout tondu, tout entretenu, tout désherbé. Il faut un jardin où il y a un peu de vie. Pas désertique, oui, mais rien que si même en voiture, hein. Tu sais, même sur tes trajets au travail, tu vois plein de choses. Tu peux t'émerveiller de ce qu'il y a sur le bord de la route. Même sur un quai de RER, quand on est plus dans Paris, il y a des petites plantes qui poussent. Ouais, vous avez sous le panneau du nom de gare, entre les sièges. Enfin, les coquelicots. Vous avez des stations de RER ou de TER où c'est plein de pavots entre les cailloux. Enfin, de coquelicots plutôt. Mais ouais. Bon très bien. Donc on va aller s'émerveiller dans la nature. C'est une invitation, hein. Cet épisode est une invitation à aller nous émerveiller dans la nature. À goûter aussi. Comment ? À goûter aussi. C'est le sureau en ce moment. Je pensais à ça, les fleurs de sureau, c'est la pleine période là. Il faut ramasser les fleurs de sureau. Justement, moi j'en ai qui marinent là dans la cuisine pour faire de la gelée. J'en ai cueilli hier. Des beignets, t'as déjà fait des beignets de fleurs de sureau? Non, et tous les ans je me dis qu'il faut que j'essaye, mais je fais le sirop et la gelée déjà. Ah ouais, maintenant il faut les beignets. Faut que tu me donnes ta recette pour que j'essaye. Ouais, pâte à frire tout bête. Ok. Trop bon. Ouais. J'en frétille. Parfait. Merci à beaucoup et on vous retrouve dans 2 minutes pour le bonus. Merci à toi. Merci à toi. C'était chouette, hein ? Allez, juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner. Vous activez la petite cloche. Enfin, vous avez l'habitude, si vous êtes sur YouTube, vous savez quoi faire. Sur la partie podcast, de la même manière, il y a un petit bouton s'abonner, donc vous pouvez vous abonner. Vous activez les notifs, vous me laissez un petit message, un commentaire, un avis, etc. C'est cool, en fait, pour moi, de savoir que ça vous plaît. Ça me permet de tout donner pour continuer. Parce que c'est beaucoup de travail, donc que je suis heureuse de faire. Mais voilà. Je veux bien vos petits mots d'encouragement, ça me fait toujours très très plaisir. Et un autre truc qui me fait plaisir évidemment, c'est quand vous rejoignez le club Fémin. J'ajoute 4 nouveaux audios par mois et il y en a déjà plus d'une trentaine, on doit être à 35. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur mon site podcastfémin.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois et c'est sans engagement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.